Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Armor TV pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec ce magazine en direct de l'Assemblée, un magazine que je vais avoir le plaisir de vous présenter en compagnie de Laura Maudieu. Laura, bonjour. Bonjour Fabrice. Ravi une nouvelle fois de travailler avec vous. Alors, nous allons au cours de cette émission ouvrir 3 grands chapitres avec 3 sujets d'actualité. Nous allons parler tout d'abord du budget 2012 du Conseil général des Côtes-d'Armor. Ensuite, nous parlerons de l'impact de la crise sur les politiques de solidarité. Puis nous parlerons également de ruralité avec une série d'invités qui vont se succéder sur ce plateau. Et nous démarrons avec... Christian Coy, bonjour. Bonjour. Vous êtes rapporteur général du budget. Donc bien placé pour me parler de ce budget primitif, puisque c'est un budget qui va évoluer tout au long de l'année en fonction des recettes à entrer dans la bourse du département. Alors c'est un budget 588 millions d'euros en augmentation. Vous avez commencé lors de la session à voter les recettes. Oui. C'est assez logique. Ce n'était pas forcément ce qui se faisait à chaque fois, mais vous avez voté les recettes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le panel de ce que sont que les recettes d'un département ? Oui, je veux bien. Oui, donc le montant, c'est effectivement 588 millions d'euros. Donc, c'est un budget qui est en hausse de 2,5% par rapport à l'année dernière. Et effectivement, c'est une nouveauté. Nous votons d'abord les recettes cette année, en début de session, et ensuite nous tenons compte de différents amendements au niveau des dépenses pour arriver à l'équilibre du budget vendredi et demain, demain midi. Donc s'agissant des recettes du département, moi je crois que ce qui est important de dire d'abord, c'est le contexte dans lequel on évolue. C'est un contexte de crise économique. Qui vous impacte directement. Qui nous impacte très directement, puisque une bonne partie de nos recettes sont liées justement à la conjoncture économique. Et aujourd'hui, plus qu'hier encore, compte tenu des réformes qui ont été engagées, notamment sur la réforme fiscale, qui a fait qu'une partie de nos anciennes recettes, notamment la taxe d'habitation et la taxe du foncier non bâti, ont été transférées à l'échelon communal. Et nous n'avons donc de pouvoir de taux que sur le foncier bâti. Ça veut dire que par rapport à ce qui se passait il y a 2 ans, un point de fiscalité aujourd'hui, pour nous, c'est 940 000 euros, alors qu'il y a 2 ans, un point de fiscalité, c'était un peu plus d'1,5 million. Donc, deuxième chose qui est importante à dire également, ce sont donc à travers les dotations de l'État, puisque ça fait partie de nos recettes aussi. C'est l'argent que l'État vous donne. L'argent que l'État nous donne. Ces dotations-là, vous le savez, sont désormais gelées. Or, nos dépenses ne sont pas gelées puisqu'elles sont particulièrement dynamiques, notamment au niveau des dépenses de solidarité. Tout ce qui touche à l'action sociale, qui est la compétence obligatoire du département, ce sont des dépenses qui sont en hausse de l'ordre de 6%, quand nos recettes, elles, n'augmentent que de 3,5%. Si on devait donner un chiffre, aujourd'hui, entre guillemets, j'y mets des guillemets, mais combien vous doit l'État ? Alors, si on doit donner un chiffre, c'est relativement simple, et je vais en donner 2 d'ailleurs. C'est au titre de l'année 2012, l'évaluation que l'on fait donc, sur les 3 principales dépenses, que sont l'APA, donc pour les personnes âgées, la prestation de compensation handicap pour les personnes handicapées, et tout ce qui touche au RMI, à l'insertion. C'est 36 millions d'euros pour la seule année 2012 qui nous serait due au titre de la compensation des transferts. Et c'est une charge cumulée depuis le début des transferts de 124 millions d'euros. Alors vous imaginez ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là, puisque c'est supérieur à notre dépense d'investissement qui se situera à 87 millions d'euros sur l'exercice. À dire aussi que la prestation, cette partie prestation sociale, c'est la moitié du budget du département. C'est vraiment la grosse part. Ah oui, puisque sur la section de fonctionnement dans lesquelles sont logées ces dépenses, c'est 52% du total du budget de fonctionnement qui sont consacrés à l'action sociale. Et ça augmente, ça a augmenté ces 3 dernières années. Et ça augmente 2 fois plus vite, en gros, pour faire court, ça augmente 2 fois plus vite que les recettes correspondantes. Parce qu'on emploie le RSA, il y a plus de bénéficiaires. Oui, parce que la population vieillit et que la population est de plus en plus dépendante. Alors Christian Coy, vous venez de nous, j'allais dire, contextualiser ce budget, des rentrées d'argent en baisse,
l'État qui ne répond pas à ses engagements. Comment, dans ce cadre-là, peut-on présenter un budget volontaire et dynamique? Voilà. Alors, toutes les recettes ne sont pas en baisse, c'est ce que je voulais dire, parce que notamment les recettes de droits de mutation ne sont pas en baisse, elles sont fortement augmentées, même l'année dernière, ce qui est une bonne chose pour nous et nous a permis justement de passer ce cap difficile. Mais néanmoins, ce sont des recettes très volatile. Et les droits de mutation, on va rappeler ce que c'est pour les gens non avertis. C'est ce que l'on paye lorsqu'on achète une maison. Ça fait partie des taxes que l'on paye quand on achète une maison, pour faire court, ou quand on demande, quand on achète de l'ancien ou du neuf d'ailleurs. Voilà, pour faire court, c'est ça. Bon, mais c'est important de le préciser. Oui. C'est important de le préciser. Donc cette part-là, a priori, augmente. Donc celle-là, elle a augmenté l'année dernière de plus de 11 millions par rapport à notre inscription budgétaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, lors de la précédente crise que nous avons connue en 2008, nous avons eu une perte de recettes de 25 millions d'euros en 2 ans. Et là, nous gagnons en 2 ans 21 millions d'euros. Mais demain, avec la conjoncture économique, avec notamment les réformes qui ont été faites sur les dispositifs fiscaux de type cellier ou la taxation des résidences secondaires, si la croissance économique n'est pas au rendez-vous, il est probable que ces dépenses, ces recettes-là baissent brutalement de la même manière. Alors comment faire un budget ? À ma question. Oui, je ne l'ai pas loupé, je ne l'ai pas oublié. Comment faire un budget dans ce contexte-là ? Eh bien, compte tenu du contexte de volatilité de nos recettes, compte tenu des dotations qui sont gelées, il est bien évident que nous abordons le budget de manière prudente, donc en limitant les dépenses de gestion. Ça, c'est un point très important. Nous limitons les dépenses de gestion et certaines dépenses, comme les dépenses de personnel, ne bougeront pas. Les dépenses de fonctionnement non plus. Et la deuxième chose, le deuxième axe, c'est que dans la partie investissement, nous limitons le recours à l'emprunt. D'accord. Vous avez aussi augmenté la taxe sur le foncier bâti. Voilà. Alors donc, la seule ressource locale. Oui. Donc la seule ressource dont nous disposons, c'est le foncier bâti. Je l'ai dit il y a quelques instants. Et donc la décision que nous avons prise, c'est de suivre en gros l'inflation. Et nous avons proposé lundi dernier une augmentation du taux du foncier bâti de 2,5%. Ça veut dire que ça passe de 18. Ça passe. Alors ça arrive à 19,15 pour faire court, parce que comme dans la réforme. On n'augmente pas de 2%. Non, alors il y a la partie taux, il y a la partie base dans l'augmentation quand le contribuable reçoit sa feuille d'impôt, il voit bien que sa cotisation augmente de différentes parts, dont la part départementale. D'accord. Et dans cette part-là, il y a la partie taux et la partie base. Il y a une actualisation des bases qui se fait tous les ans. Alors là, on aura une dernière question avant de voir un reportage qui va nous emmener dans l'est du département. Justement, dans l'ouest du département. Dans l'ouest, pardon. Justement, on peut parler aussi d'emprunt. Oui. C'est vrai que ce reportage va venir apporter un peu d'eau à votre moule. Exactement. Les difficultés des collectivités, vous avez recours à l'emprunt au Conseil général. Oui, alors nous avons recours à l'emprunt comme beaucoup de collectivités qui investissent évidemment, et nous essayons de proportionner l'emprunt à notre capacité à supporter les échéances derrière. Donc ça veut dire que par rapport à il y a 3 ans, on a diminué le recours à l'emprunt par 2, puisqu'on avait 68 millions de recours à l'emprunt donc en 2008. Là, on fait appel à l'emprunt à hauteur de 30 millions d'euros. Et ce que je veux signaler, c'est que nous avons quand même amélioré significativement la situation du département, puisque nous avons diminué l'encours de dette de 302 millions d'euros à 278 millions d'euros donc au cours de l'exercice 2011. Alors, pour faire appel à l'emprunt après, parce que je pense que c'est ça le sens de votre question, donc on s'adresse aux banques, bien évidemment, et le contexte, vous le savez, puisque vous l'avez lu également comme moi, le contexte n'est pas favorable aujourd'hui aux collectivités locales pour 2 raisons principalement. La première, c'est que les collectivités n'apportent pas de ressources quand elles viennent emprunter auprès de la banque. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il est demandé aux banques aujourd'hui de renforcer leurs fonds propres dans le cadre de BAL 2, je ne vais pas trop rentrer, et BAL 3 derrière, je ne vais pas rentrer trop dans la technique. Donc on leur demande de renforcer leurs fonds propres. Donc c'est autant d'argent qu'elles ne peuvent pas mettre dans le circuit économique. Et il y a un troisième aspect qui n'est pas mince non plus, c'est que nous avons assisté au cours de ces derniers mois au démantèlement d'une banque principale, Dexia, qui faisait 40% du financement des collectivités publiques.
Alors, il y a certaines collectivités qui sont en grande difficulté. Exactement. Et on va voir avec vous un exemple concret. Voilà, dans l'ouest donc du département, Fabrice, la ville de Trégastel, en Trégor, est l'une des 20 communes les plus endettées de France en raison des emprunts toxiques qu'elle a contractés en 2007. Les emprunts dits toxiques auprès de la banque Dexia, dont on vient de parler, sont des prêts avec un taux d'intérêt variable qui fluctue en fonction d'indices complexes, notamment indexés sur le franc suisse. 24 structures en Côte d'Armor ont contracté ce type de prêt entre 1995 et 2009. Des collectivités ou établissements publics tels que les mairies, les communautés de communes, mais aussi les hôpitaux, les offices de tourisme, par exemple, mettant à mal leurs finances. C'est donc le cas de Trégastel. Pour payer des taux d'intérêt devenus faramineux, la mairie est contrainte d'effectuer des coupes drastiques dans son budget. Alors comment fait le maire pour continuer à gérer sa ville malgré ce gouffre financier? Voilà, c'est un reportage de Céline Mélody. Trégastel, ses 2400 habitants, ses plages, ses paysages magnifiques et ses emprunts toxiques. En 2011, le taux d'intérêt d'un premier emprunt contracté auprès de la banque Dexia passe de 3,10 à 11,75%, ce qui double largement les intérêts de la dette. En 2012, les taux d'un deuxième prêt, contracté au même moment, devraient augmenter dans la même proportion. La commune qui a porté plainte contre Dexia doit faire de grosses économies pour honorer ses intérêts. On a pris ligne par ligne budgétaire en disant mais ce dont on n'a pas besoin, on ne le fait pas. L'objectif c'est d'avoir un minimum d'impact sur la commune, mais ça ne sera pas un impact zéro. La ville a dû écarter tous les aménagements et les projets non urgents, traquant la moindre dépense. On a un projet de réaménagement du centre-ville, c'est quelque chose qui était important pour la commune. C'est un projet qui coûte 50 000 € rien que pour l'étude. On a arrêté, on n'a pas les moyens aujourd'hui. Pareil pour le site, on avait un projet de site internet, aujourd'hui il est en stand-by. Je passe sur l'investissement classique, tout ce qui est voirie, etc. parce que c'est pareil, tout est arrêté. C'est une dizaine d'agents pour la saison qu'on emploie. Ces agents, on ne va pas les recruter cette année. Couper dans le budget, c'est la solution qu'a choisie le maire. La commune tentera de tirer au mieux parti de la saison estivale, le tourisme étant la ressource principale de Trégastel. Car pas question que les administrés mettent la main à la poche. On ne veut pas augmenter les impôts pour payer l'emprunt toxique, pour payer la partie toxique. C'est-à-dire, aujourd'hui, un point d'imposition supplémentaire, ça rapporte 17 000 €. Quand on voit les montants qu'on a, c'était augmenter les impôts de 10%, 15%, voire 20%, peut-être même 50% dans certains cas. Je ne vais pas augmenter les impôts de 50% pour donner directement à Dexia. Mais la petite cité balnéaire ne pourra pas tenir éternellement sous le poids de ses intérêts. Le maire et son équipe placent de grands espoirs dans leur procès en cours contre Dexia. Exemple concret, des coupes drastiques, comme l'a dit le maire de Trégastel. Oui. Voilà, c'est des choses qui touchent certaines collectivités, vous-même. Oui. Vous avez dû faire certains choix. Alors, disons que, d'après ce que j'entends sur le reportage, il apparaît que la proportion des prêts toxiques, ce qu'on appelle les prêts toxiques, si on fait des crédits structurés indexés sur une parité franc-suisse, est importante dans l'encours de la dette de la commune de Trégastel, si j'en juge par ce que j'ai entendu. En ce qui concerne le Conseil général, la situation est tout à fait différente, puisqu'en effet, nous avons un prêt structuré de ce type dans notre encours de dette, mais bon, ça correspond à 4,5% de notre encours total de dette. C'est-à-dire que nous avons un encours de 12,9 millions par rapport aux 278 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure. Donc la problématique ne me semble pas être tout à fait la même. Donc là, il n'en demeure pas moins que ce prêt-là que nous avons a été contracté donc en 2006, que si nous avons passé les 3 premières échéances sans encombre en payant 3,65% qui était le taux minimal, eh bien, nous avons réussi en 2010, dans le cadre d'une négociation avec Dexia, à stabiliser le taux à 4%. Mais cette année, en 2011, enfin je parle de l'exercice 2011, nous avons dû payer 15% d'échéance sur ce prêt-là, c'est-à-dire que pour nous, ça a eu un impact de 600 000 € sur le montant de notre annuité. Fort heureusement pour nous, le contexte de taux étant d'une manière générale relativement bas, et comme notre encours de dette est pour plus de la moitié ou pratiquement la moitié sur des taux variables, on a pu compenser ce supplément à payer sur le prêt Dexia par des économies que nous avons fait par ailleurs. Et donc,
notre encours de dette à un taux moyen de 3,65%, donc à fin décembre 2011, y compris ce prêt-là, ce qui est tout à fait quand même supportable, même si ça ne nous réjouit pas, évidemment, d'avoir ce type de contrat dans notre encours. D'accord. Mais il y a d'autres, effectivement, moi je comprends bien la situation de collectivités qui aujourd'hui sont confrontées à des difficultés de ce type-là. Et qui doivent faire des choix extrêmement drastiques. Et je pense que là, on ne peut pas dire que la responsabilité de la banque n'est pas en cause, parce qu'il y a quand même un défaut de conseil dans la mesure où ce sont des petites collectivités. On a découvert que des petites collectivités avaient ces encours de dette, alors que pour nous, effectivement, on ne peut pas avoir la même argumentation étant un département ayant une direction financière, ayant un certain nombre d'analystes. On ne peut pas avoir la même argumentation par rapport à ce type de crédit-là. Merci en tout cas, Christian Coy, d'avoir été notre invité sur la première partie de cette séquence consacrée au budget. Alors on va voir maintenant deux autres interventions que vous connaissez bien. Un budget contesté, budget contesté par l'opposition. Par l'opposition, on va d'abord entendre Alain Cadec et ensuite nous entendrons Claudie Le Breton, le président du Conseil général des Côtes-d'Armor. Un budget du Conseil général des Côtes-d'Armor 2012 voté toute cette semaine, voté par une partie des conseillers généraux. Bonjour Alain Cadec, vous faites partie de l'opposition au département. Bonjour, oui en effet, je suis dans l'opposition, je suis même le porte-parole de l'opposition. C'est ça, et vous n'avez pas voté donc ce budget, la partie recette du département? Pour l'instant, nous n'avons pas voté la partie recette, en effet. D'accord, vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous oui, convient sûr, pas dans oui, ce... parce qu'il y a déjà la fiscalité, puisqu'il y a une augmentation de la fiscalité qui est récurrente dans le département depuis près de 20 ans maintenant. Alors évidemment, 2,5%, ça peut paraître peu, mais c'est 2,5% ou 3 ou 4% tous les ans. Donc évidemment, additionné, ça fait beaucoup. Donc on est évidemment, on s'oppose à cette augmentation régulière de la fiscalité, entre autres. Mais il y a un certain nombre d'autres domaines dans lesquels nous sommes également opposés. D'accord. Alors c'est vrai que le groupe Gauche Unie avance une compensation de l'État qui n'est pas à hauteur des prestations à payer, que ce soit pour le RSA, pour les emplois. C'est la rengaine, c'est la rengaine depuis le transfert d'un certain nombre de compétences que nous entendons tout le temps. C'est toujours le même refrain. Alors vous savez, un refrain c'est sympathique quand vous l'entendez un petit peu, mais quand vous l'entendez un peu trop souvent, à la fin ça devient lassant. Et en l'occurrence, ça devient extrêmement lassant d'entendre que c'est toujours à cause de l'État que le département a des difficultés financières. Donc évidemment, on ne peut pas accepter cette explication. Alors, si vous étiez, vous, aux affaires, quelles seraient les grandes orientations que vous auriez données à ce budget 2012 quand nous y serons. Alors d'abord, les orientations, il y a un certain nombre qu'on ne conteste pas. D'ailleurs, on a voté un certain nombre de délibérations qui concernent la vie quotidienne des costarmoricains, et notamment s'agissant des politiques de solidarité. Par contre, il y a un certain nombre de politiques sur lesquelles nous pourrions être un peu moins généreux pour l'attribuer à d'autres politiques. Nous avons fait d'ailleurs des propositions d'amendements budgétaires. Nous allons encore en faire cet après-midi. Par exemple, je ne sais pas moi, les frais de colloque, on considère que ça va un peu loin en termes de volume financier. La politique de la communication pourrait éventuellement, sans pour autant la supprimer, bien entendu, il y a besoin d'une communication dans un département, c'est même très important. Mais en tous les cas, faire des choix qui nous permettraient d'équilibrer le budget différemment. J'allais dire à budget constant, sans pour autant augmenter la fiscalité, donc ce serait un petit peu moins. Et puis nous recentrer, mais j'ai l'impression, enfin c'est plus une impression d'ailleurs, c'est une certitude, que la majorité en place nous a un petit peu entendus et a recentré ses politiques vers les politiques obligatoires, et c'est déjà un point. On avance. Quel dossier pour vous où on pourrait concrètement faire des économies? Je viens de vous le dire. Vous parlez aussi 274 000 euros de frais de colloque, ça me paraît énorme. C'est 80% de plus que l'année dernière. C'était 95 000 euros. La communication, un petit peu, on pourrait rogner également. Vous avez un peu tapé sur les maisons du département aussi Alors les maisons du département, on n'a pas tapé dessus, on a simplement voté contre, ce qui est encore pire. Donc nous sommes évidemment opposés à cette mise en place des maisons du département qui coûte horriblement cher à la collectivité pour un service qui est peu évident. Alors moi je voudrais qu'on parle des investissements. On a peu de temps, il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette enveloppe financière consacrée aux investissements? On sait que les investissements, c'est le soutien à l'économie locale. Écoutez, on ne peut que déplorer la baisse des investissements, parce qu'on peut prendre les chiffres dans tous les sens.
Mais malheureusement, c'est une baisse des investissements de la part de la collectivité départementale. On voit bien que dans d'autres départements, je vais prendre l'Ille-et-Vilaine au hasard, puisqu'il est aussi gouverné par la gauche, où le président Touraine a insisté pour que les investissements soient augmentés, et ils sont augmentés de manière significative en Ille-et-Vilaine, en précisant bien que grâce à ces investissements, c'était une forme de soutien à l'économie départementale. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que les frais de fonctionnement de notre département sont beaucoup trop élevés, et ce qui, évidemment, pénalise l'investissement, c'est clair. Le budget, il est de 588 millions. Il faut bien trouver dans ces 588 millions de quoi fonctionner et de quoi investir. Nous, on considère que le fonctionnement est trop élevé et que l'investissement est trop bas. On va conclure avec ça, Alain Cadec. Le président Le Breton a parlé de nouvelles donnes, de nouveaux chapitres que l'on ouvrait pour présenter ce budget. Vous dites très clairement, on est dans l'habillage. Ah ben c'est clair, c'est une nouvelle présentation, sympathique, elle est parfaitement légale. Seulement, on fait du neuf avec du vieux. Je veux dire, c'est pour reprendre une expression que j'ai utilisée en séance publique, c'est clair que c'est de l'habillage, c'est de la communication, c'est de la médiatisation, c'est la même chose. On essaye de camoufler un certain nombre de changements qui vont d'ailleurs dans notre sens, dans le sens que nous avions souhaité, je vous le disais tout de suite, vers davantage nos politiques obligatoires, alors que, encore une fois, on n'est pas contre les politiques facultatives, toutes les politiques facultatives. On dit simplement que certaines politiques facultatives pourraient être moins importantes. Mais en clair, la présentation de ce budget, qui est une présentation nouvelle et à laquelle nous allons nous adapter, évidemment, nécessite aussi beaucoup plus de transparence à travers les annexes, à travers un certain nombre de choses. La dernière question sera pour vous, Laura, parce que je sens que vous brûlez de poser cette dernière question. Non, pas du tout. C'est juste que je voulais revenir sur ces 30 ans de délocalisation. On fait de ça. Est-ce que... Oui, enfin, il ne faut pas oublier non plus que depuis... j'ai beaucoup de respect pour Gaston Defferre et pour les lois de décentralisation de 1982. Mais je pense que si on en est là aujourd'hui, dans les départements, dans les régions, c'est en partie grâce à Gaston Defferre, mais c'est surtout grâce à Jean-Pierre Raffarin. Alain Cadec, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Alors, on se retrouve avec celui dont on a beaucoup parlé dans cette interview d'Alain Cadec, Claudie Le Breton, le président du Conseil général des Côtes-d'Armor. Merci d'être présent parmi nous. Je vous avais écouté attentivement, bien évidemment, cette interview d'Alain Cadec, qui n'a pas été particulièrement tendre avec vous. Alors, on va reprendre quelques-uns des griefs qui vous ont été adressés. Il y a notamment cet habillage, cette façon nouvelle de présenter le budget. Pour Alain Cadec, finalement, on fait du neuf avec du vieux. C'est bien évidemment quelque chose que vous contestez? D'abord, je ne me situe pas par rapport à Alain Cadec. Alain Cadec, c'est un conseiller général qui est le président du groupe de l'opposition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je m'adresse aux costarmoricains. Et je leur dis qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes a beaucoup changé. Effectivement, il y a, avec ces successions de crises, je veux dire, qui sont de plus en plus cumulatives, crise financière mondiale depuis 2008, crise économique et sociale, qui en est la conséquence, la crise écologique sur les problèmes d'environnement, la crise de confiance de nos concitoyens à l'endroit de la politique qui fonde cette organisation de notre vie économique et sociale. Eh bien, je suis convaincu pour ma part, et je ne suis pas seul, que nous sommes dans une nouvelle donne de la situation mondiale et de la situation de nos départements. D'ailleurs, hier, j'évoquais avec Bernard Maris, un grand économiste français contemporain, qui a utilisé strictement les mêmes termes, faisant référence à la période des années 30, y compris après la Seconde Guerre mondiale, et en disant qu'aujourd'hui, nous sommes dans une histoire de tous les dangers. Alors, face à cette nouvelle donne qui touche la France, qui touche nos départements, les Côtes-d'Armor n'en sont pas exclus, est-ce qu'il faut agir? Je pense qu'il faut agir. Et c'est pour cela que... Et penser différemment? Pas penser différemment, non. Parce qu'il y a des valeurs qui sont intemporelles. L'égalité, la justice, la fraternité, la solidarité. C'est comment on conjugue cela en actes très présents à l'endroit des plus fragiles, des plus précaires, puisque les départements sont au cœur de ces politiques de solidarité. Mais c'est la question financière. Les départements sont étranglés financièrement. Et je ne vais pas reprendre notamment cette antienne, tout le monde le sait, ce n'est pas la peine d'y insister. Alors que faisons-nous? Eh bien, nous revoyons
les fondamentaux de l'action publique départementale dans une perspective du département du XXIe siècle. Nouvelle donne, nouveau temps, nouvelle action, nouveau choix. Alors justement, l'opposition dit économie. Pourquoi il n'y a pas d'économie faite ici et là sur certains budgets? C'est vrai que le budget primitif pour 2012 est en évolution. On a plus que l'année passée. Est-ce que les économies n'étaient pas nécessaires quelque part? D'abord, à partir du moment où vous avez un gouvernement qui vous doit, depuis 2002, 124 millions d'euros pour un budget de 600 millions d'euros, si on ne fait pas d'économie, je veux dire, on va tout à fait droit dans le mur. Et c'est pour cela que dans la réaffirmation de ce budget, solidarité, économie, les 18 grandes lignes budgétaires, il y a des affichages et qui montrent bien que sur le service public départemental, par exemple, évolution de la masse salariale de 0. Ça veut dire qu'on est dans le redéploiement, la réorganisation des services. On se pose la question à chaque fois qu'il y a un départ à la retraite, comment il faut repositionner celui ou celle qui va succéder au poste qui était occupé. Et je pourrais citer tous les exemples, politique de la petite enfance. Vous avez entendu le débat, puisque nous transférons cette compétence aux collectivités locales. Nous n'interviendrons qu'en investissement. Financement du fonctionnement des pays. On ne sera plus sur le fonctionnement, on sera sur l'investissement. Les comices agricoles, c'était symptomatique, mais ce sont des manifestations agricoles locales. Et je pourrais égrener toutes les politiques dans lesquelles il n'y aura plus de participation du département, parce que ce qui guide nos choix, c'est l'intérêt départemental. Et l'investissement ? Alors l'investissement, justement, Alain Cadec qui a fait allusion, est-ce que vous pouviez faire plus en matière d'investissement? Parce qu'on sait que c'est un soutien fort pour l'économie locale, pour les entreprises locales. Bien, nous avons fait effectivement beaucoup plus dans le passé, puisque on a, par l'intermédiaire du doublement des droits de mutation pendant 10 ans, de 30 millions à 60 millions d'euros, qui ont chuté brutalement, nous étions rendus presque à 145 millions d'euros d'investissement il y a 3 ans. Bon, aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. Les droits de mutation sont en train de regrimper de nouveau, puisqu'on atteint à peu près une 50aine de millions d'euros, mais on est encore à 10 millions d'euros de moins. Et puis, sur les compensations des allocations, on a moins que ce que nous dépensons, à peu près 30 millions d'euros. Donc, vous voyez, ça fait déjà 40 millions d'euros. Donc, il faut bien que quelque part, il y en ait une réduction d'un côté. Donc, à travers l'investissement qui baisse très légèrement, ce que nous voulons, c'est désendetter le département pour retrouver des marges de manœuvre très rapidement, et puis continuer l'investissement, parce que c'est lui aussi que l'on retrouve dans l'économie départementale et surtout dans le secteur des bâtiments et des travaux publics. Quel choix avons-nous fait? 15 millions d'euros pour les collèges. Et nous sommes partis pour aller allègrement vers les 20 premiers millions d'euros d'investissement sur les collèges. Alors oui, il y a un secteur qui souffre, c'est le secteur routier. On faisait 35 millions d'investissements routiers neufs chaque année. Donc là, vous avez fait un choix, très clairement. Et là, à part la rocade d'agglomération de Saint-Brieuc qui se poursuit, à hauteur de des millions, vous avez déjà 20 millions d'euros de moins. Mais ça, c'est aussi la résultante de choix politiques nationaux. Quand on veut avoir de telles politiques d'austérité, eh bien, on va aussi vers la récession et quelque part vers la décroissance. On sait qu'il y a certains départements français qui sont dans des situations financières très critiques, qui deviennent des situations quasiment intenables. Où en est le département des Côtes-d'Armor par rapport à ces difficultés? Parce qu'il peut y avoir des difficultés. On parlait du désengagement de l'État, de cette somme de 124 millions qui n'est pas rentrée ces dernières années. Est-ce que vous êtes inquiet pour la santé financière de certains départements? D'abord, je suis inquiet plus globalement par rapport à la situation mondiale, dont on ne sait pas très bien sur quoi elle peut déboucher demain. Cela peut être le meilleur, cela peut être aussi le pire. Et je ne désespère pas qu'effectivement, à un niveau qui convient, on trouve effectivement les choix pour le devenir de l'Europe, pour une nouvelle croissance, pour des investissements, pour les métiers du futur. Mais aujourd'hui, dans notre département, nous arrivons à faire face. Il y a des critères de bonne gestion. C'est par exemple le nombre d'années qu'il faudrait pour rembourser la dette, l'endettement du département. Vous savez que quand on arrive à 8 années, c'est le calcul, il faut faire très attention. Nous étions à plus de 5 années et demie l'an passé. Cette année, nous serons à 4 années et 8. Ça veut dire qu'on diminue. Ça veut dire qu'on est dans le bon sens. C'est-à-dire que ce mouvement de désendettement est en train de s'opérer. Donc aujourd'hui, je suis extrêmement confiant. Et puis, il peut y avoir, après les élections nationales,
pourquoi pas un nouveau président, un nouveau gouvernement, et qui pourra changer la politique dans sa relation entre l'État et les collectivités territoriales. Donc, effectivement, je suis réaliste, mais j'ai confiance dans l'avenir pour mon département. Merci Claudie Le Breton d'avoir répondu à nos questions. Alors on va ouvrir maintenant le second chapitre de cette émission. On a beaucoup parlé d'argent, on a parlé du budget lors de ces 25 premières minutes. On va parler solidarité. Solidarité avec un nouvel invité qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Philippe Mellet. Alors, Laura, nous allons ouvrir maintenant, si vous en êtes d'accord, le deuxième grand chapitre de cette émission et nous allons parler de l'impact de la crise sur la politique de solidarité du Conseil général. Et pour cela, Philippe Mellet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, je précise que vous êtes vice-président en charge de l'insertion, du commerce, de l'artisanat, des PME et du tourisme. Laura. Oui, on vient de faire une part un peu du budget, des 588 millions d'euros pour ce budget primitif sur le département des Côtes-d'Armor pour 2012. Une part, évidemment, va à la solidarité, une grosse part. C'est votre domaine. Voilà, ça concerne de plus en plus de monde. C'est un peu ça l'évolution sur le département. Et oui, malheureusement, la solidarité est de plus en plus nécessaire. C'est la conséquence de la crise économique, de la crise sociale que nous vivons. Le Conseil général est directement impacté parce que, bien sûr, dans les Côtes-d'Armor, nous subissons aussi cette crise. Et puis parce que le Conseil général a une compétence particulière en termes de solidarité, c'est le RSA. Hier, c'était le RMI. Aujourd'hui, c'est le RSA. Nous finançons le RSA. Nous avons également les politiques d'insertion qui sont liées au RSA. Et aujourd'hui, ces dépenses augmentent fortement et de manière continue depuis maintenant 2009. Philippe Mellet, avant de parler de chiffres et de politique, je voudrais que vous nous disiez comment vos concitoyens, comment les habitants de ce département des Côtes-d'Armor que vous rencontrez très régulièrement vous parlent de la crise. Comment la ressentent-ils? Alors, comment on la ressent? Je crois que c'est assez particulier parce que la crise, on la ressent, on en entend surtout beaucoup parler. On entend beaucoup parler à la télévision, il y a cette peur qui s'installe, cette crainte de l'avenir, et ça, c'est assez effrayant, notamment chez les jeunes. Ensuite, on en entend parler, on la vit aussi au quotidien. Pour beaucoup de ménages, c'est d'abord des difficultés en termes de revenus qui sont de plus en plus fortes, du mal à boucler les fins de mois. C'est aussi l'approche du travail qui est plus difficile, et je pense en particulier aux jeunes qui subissent fortement cette crise, puisque ce sont eux les plus touchés en termes d'emploi, ce sont eux qui ont le plus de mal à trouver leur place dans le monde du travail. C'est également de plus en plus souvent la précarité. Aujourd'hui, avoir un emploi stable est un objectif. Même, je dirais, avant d'avoir un emploi bien rémunéré, d'avoir un emploi stable, sûr. Aujourd'hui, l'objectif est d'avoir un CDI, alors que la règle commune est de commencer par des CDD et par des successions de CDD avant de trouver quelque part sa place vraiment dans la société. Ça, c'est pour l'ambiance ou le contexte. L'ambiance, le contexte. Le contexte général. Est-ce que vous, ici au Conseil général, je vous pose la question, mais je connais quand même un peu la réponse, vous avez des indicateurs, notamment à travers le RSA, ce que vous évoquiez tout à l'heure? Alors là, ce que je vous disais, ça concernait l'ambiance générale. Et puis, il y a une partie de la population qui est beaucoup plus fragilisée, qui est beaucoup plus en difficulté avec l'emploi. Et celle-là, on la mesure, nous, notamment au travers du RSA, qui touche les personnes qui sont sans emploi depuis longtemps, qui n'ont plus accès aux allocations ACEDIC, et puis ces personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ne peuvent pas prétendre aujourd'hui un emploi et que nous accompagnons quotidiennement. Voilà, c'est à peu près plus de 11 000 bénéficiaires en Côtes-d'Armor. Voilà, alors c'est même un peu plus, on est près des 12 000 bénéficiaires avec au sein du RSA des publics très différents. Des publics qui effectivement n'ont pas du tout d'emploi, on est à 7-8 000 personnes. Nous avons aussi des personnes qui ont un revenu et pour lesquelles le RSA est un complément de revenu. Là, on parle du RSA activité. Et nous avons aussi le public de familles monoparentales. Donc là, ce sont avant le public qu'on appelait API, les allocations qui bénéficient, les publics qui bénéficiaient de l'API hier. Donc, c'est justement quelle part voilà, il y a de plus en plus de jeunes dans ces
dans les bénéficiaires du RSA, vous avez un panel un peu de qui est impacté directement par cette crise? Alors, qui est impacté par cette crise? C'est effectivement... non, il n'y a pas plus de jeunes parce qu'un des problèmes, d'ailleurs, c'est qu'en pratique, il faut avoir 26 ans pour avoir accès au RSA. Les jeunes, il y a théoriquement, en théorie, un RSA jeune aujourd'hui, mais qui touche très peu de personnes, puisque les conditions pour y avoir accès est d'avoir travaillé pendant 2 ans au cours des 3 dernières années. Donc, aujourd'hui, ça touche environ 50 jeunes dans les Côtes-d'Armor. Et à côté de ça, il y a des centaines de jeunes, je dirais même des milliers de jeunes qui sont accompagnés par les missions locales pour l'emploi dans les Côtes-d'Armor, qui ne sont pas dans ce public-là. Et c'est aussi un public qui est en difficulté, qui a du mal à trouver sa place dans la société. C'est un public en insertion aussi important qui ne figure pas dans ces chiffres-là. Donc ce chiffre de 10 000 personnes, effectivement, il y en a pour lesquelles, notamment les personnes qui ont le RSA activité, certaines sont bien installées dans la vie, je dirais, elles ont un travail, elles ont leur place, elles ont des difficultés de revenus. Et il y en a d'autres qui sont par contre très loin de l'emploi, qui sont en grave difficulté sociale. Ça couvre un public très très large. Alors Philippe Mellet, ça c'est pour le constat, Oui. Constat inquiétant pour les collectivités, puis bien évidemment pour notre tissu social. Face à cette situation, quelle peut être la politique d'une collectivité comme le Conseil général des Côtes-d'Armor? Alors effectivement, là est toute la difficulté parce que le Conseil général n'a pas directement la compétence emploi. Donc l'accompagnement vers l'emploi, c'est du ressort de Pôle emploi. C'est la loi qui le dit. Les personnes, avec les difficultés difficultés qu'on connaît aujourd'hui, où il y a un emploi qui est extrêmement difficile. Ensuite, nous avons pour les publics les plus éloignés des accompagnements des personnes par les travailleurs sociaux, par certaines structures que nous aidons pour les accompagner. Et puis, nous avons un certain nombre d'actions avec d'autres structures pour accompagner des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi, mais pour qu'elles puissent s'en rapprocher. C'est notamment autour de structures d'insertion, comme les ateliers et chantiers d'insertion. Ce sont à peu près 400 places que nous finançons en chantier d'insertion. Ce sont des entreprises d'insertion, ce sont des associations intermédiaires. Et ce sont aussi certains publics qu'on accompagne de manière plus forte autour des équipes emploi. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont déjà 18 mois dans le RSA, donc des personnes qui sont en grande difficulté par rapport à l'emploi et pour lesquelles nous avons un travail plus soutenu pour les aider à retrouver un emploi et pour les accompagner même après qu'elles aient repris un emploi. Quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre d'un conseil général comme le vôtre dans un contexte budgétaire difficile face à cette situation? Il faut innover, il faut inventer, trouver de nouvelles solutions pour répondre aux attentes de ces publics que vous venez d'évoquer? Alors effectivement, les marges de manœuvre sont étroites. Quels objectifs on peut se fixer, quels moyens on peut se donner? Je crois que la grande difficulté des personnes qui sont au RSA, qui sont sans emploi, c'est que quand elles postulent pour un emploi, qu'est-ce qui se passe? Un employeur, lui, voit pour un poste, il va avoir 10, 15, 20, 30 CV. Qui il va écarter en premier? Les personnes qui sont sans emploi et qui sont sans emploi depuis longtemps, non pas parce qu'il ne veut pas les faire travailler, mais parce qu'il a peur de rencontrer des difficultés s'il les embauche. Nous, notre stratégie, notre politique, notre ambition, c'est de permettre à ces personnes en difficulté d'être à égalité de droit avec les autres pour retrouver un emploi, d'avoir les mêmes chances. C'est pour ça que nous avons mis ces équipes emploi en place. On les accompagne, on les prépare aux entretiens d'embauche, on aide à, à leur donner les moyens d'aller vers l'emploi et on les accompagne ensuite pour aider de pallier aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer en termes de mobilité, en termes de garde d'enfants, en termes de moyens financiers. Trouver un emploi, c'est aussi avoir besoin de moyens financiers pour s'habiller, pour aller chez le coiffeur, pour un certain nombre de choses. Et de ce point de vue-là, on peut aussi les accompagner. Ce sont des moyens qui sont assez, difficile et on arrive quand même à obtenir des bons résultats. C'est aussi le soutien à un certain nombre de structures, notamment autour des chantiers d'insertion, qui permettent de faire un premier pas dans une dynamique vers l'emploi. Laura? Oui, on parlait de l'emploi. La solidarité, c'est aussi plus vaste. Il y a d'autres domaines de compétences que vous avez. C'est l'enfance-famille, c'est les personnes âgées, les bénéficiaires des aides à la perte d'autonomie. Voilà, c'est le gros budget du département.
Effectivement, les dépenses sociales aujourd'hui, c'est la moitié, on va dire, du budget du Conseil général. Ce sont des dépenses importantes, importantes par leur montant, mais parce qu'elles touchent aussi des personnes qui sont dans des situations difficiles, qui sont des moments délicats de leur vie. Je pense là aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Ça touche aussi les familles, presque toutes les familles qui ont besoin à un moment ou à un autre de faire garder les enfants par rapport au travail, par rapport à d'autres besoins. Et ce sont des dépenses qui ont une tendance à augmenter de manière forte et régulière parce que, effectivement, on vieillit plus long, on est vieilli plus longtemps. Les personnes handicapées, il n'y en a pas plus, mais elles aussi ont une espérance de vie qui s'allonge, et c'est tant mieux, mais il y a des coûts qui sont effectivement plus importants. Dans le même temps, effectivement, cette charge de la solidarité, elle augmente pour la société. Aujourd'hui, la difficulté pour le Conseil général, c'est que nous avons cette compétence. Et quelque part, je vais dire tant mieux, parce que le Conseil général est bien placé pour s'occuper de ces politiques, et on peut avoir des politiques de proximité qui c'est important, vous êtes proche des préoccupations des gens. On travaille avec les collectivités locales, on est proche des situations, on peut avoir des réponses qui sont concrètes et adaptées et une forte réactivité. La grande difficulté, c'est que ces dépenses augmentent et le Conseil général n'a pas de moyens supplémentaires pour faire face à ces dépenses. Et aujourd'hui, avec la réforme fiscale, on n'a même plus les moyens d'avoir les recettes fiscales que l'on souhaiterait. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, elle est là, cette difficulté, un écart entre les besoins qui sont exprimés, les besoins qui sont réels, et les moyens dont nous disposons qui n'évoluent pas. Oui. Ce qui est important aussi, Philippe Mellet, on ne l'a pas dit, mais on a bien compris que tout ça était sous-jacent dans ce que vous avez évoqué, c'est qu'il y a un lien social à préserver entre les habitants de ce département, et ça ne concerne pas bien évidemment que les costarmoricains. C'est important que certains ne se sentent pas exclus de notre société. Effectivement, c'est important, c'est le vivre ensemble. On vit en communauté, qu'on le veuille ou non. C'est vrai, entre générations, entre activités, c'est là aussi la cohabitation des différentes activités. Et parfois, on voit certains conflits entre catégories professionnelles, par exemple entre agriculture et tourisme. Parfois, on sent des oppositions qui se créent. Je crois que notre objectif, il est aussi de permettre à tout le monde de vivre ensemble. C'est vrai d'un point de vue professionnel, c'est vrai en point de vue d'âge, et en termes de revenus aussi. On a des populations qui sont en situation plus difficile, on en a d'autres qui sont des situations plus aisées. L'enjeu est de pouvoir bien vivre ensemble avec une certaine cohérence, et bien vivre avec une bonne qualité de vie. C'est aussi des activités sportives, culturelles, c'est aussi nos politiques dans leur ensemble qui sont des politiques de proximité. Notre objectif, c'est quelque part d'apporter un peu de mieux-être à nos concitoyens. On va conclure avec ça, Philippe Mellet. Vous avez évoqué un certain nombre de politiques qui sont mises en avant par le Conseil général. Est-ce qu'il y aura une évaluation de ces politiques qui sera faite à un moment pour savoir si vous répondez bien aux attentes et aux urgences ici dans ce département? Effectivement, nous avons un service maintenant au Conseil général qui s'occupe justement de faire des évaluations. Ensuite, je crois qu'on a toujours le devoir d'expérimenter, de mettre en place de nouvelles politiques. Et puis, quand on est élu, quand on fait de la politique, il y a une évaluation qui aussi, quelque part, est faite par les électeurs à un moment donné. Merci à vous. On va ouvrir le troisième et dernier grand chapitre de cette émission. Nous allons maintenant parler de ruralité avec deux nouveaux invités qui vont venir nous rejoindre sur ce plateau. Allez, comme convenu, nous allons nous retrouver pour la troisième partie de cette émission, toujours en votre compagnie, Laura. Et cette fois-ci, nous allons parler de ruralité. De la ruralité, avec deux invités qui nous ont rejoints ici. Monique Améon, conseillère générale du canton de Collinet. Oui. Bonjour. Et Jean-Pierre Legout, de l'opposition du canton de Plouagat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Alors, en guise d'introduction à notre discussion, on va d'abord visionner quelques images d'un documentaire. Il y a tout un travail de fond qui est réalisé actuellement sur la ruralité ici au Conseil général des Côtes-d'Armor. Il y a un documentaire qui a été réalisé entre décembre et janvier dernier par Véronique Pons. On va voir un court extrait de ce documentaire qui va, j'allais dire, nous donner le ton de notre discussion. On voit cet extrait tout de suite.
On a notre propre identité maritime ici, même si je sais que pour beaucoup de costarmoricains, c'est pas le cas, puisqu'on a longtemps eu une vision très terrestre du territoire. Le luxe d'habiter en campagne, c'est d'être là, la nature. Après, ça n'a pas d'inconvénient. Le village de Plugual devient maintenant aussi un village dortoir. Il ne faudrait pas que le Centre-Bretagne devienne un désert. On ne sait pas, mais on a l'impression que tout va en ville aujourd'hui. Si on n'a plus de particuliers qui veulent s'investir dans un commerce, il faudra faire collectif, quoi. Il y a toujours une solution. On peut tout inventer encore ici, on a la place de tout créer, on a tout pour faire ça comme on le veut, comme on l'entend. Si on dit un Trégorois, ou ah non, c'est pas possible. Alors là, il y a quelque chose qui lui dit que t'es qui toi pour me dire ça? Une fois qu'on a des amis ici en Bretagne, en tout cas, on les a pour la vie, quoi, pour le bon et aussi pour le mauvais. Alors, on l'a vu dans ce court extrait, il y a déjà pas mal d'éléments qui vont alimenter la réflexion que l'on va avoir ensemble. Juste pour continuer dans cette voie-là, un autre petit extrait avec, là encore, des réflexions ou des questionnements autour de la ruralité. L'être humain est un terrien en contact permanent avec les éléments. Habiter un lieu, ce n'est pas qu'une histoire d'adresse postale. C'est aussi et surtout se poser la question de ce qui rend ce lieu habitable à mes yeux. Ce que j'y fais, ce que j'y construis, les liens que je tisse avec les gens, avec la nature, ce dont j'ai besoin, ce qui me manque, ce que je désire. Autant de réponses que d'histoires de vie, des vies qui se croisent aux quatre coins du département. Voilà pour les deux extraits de ce documentaire de Véronique Ponce. Je voudrais que tous les deux, en quelques mots, vous nous donniez votre définition de la ruralité. Madame. Oui, alors la ruralité, j'ai repris un dictionnaire, un ancien dictionnaire. Par curiosité, je me dis, mais comment on présentait la ruralité? Ruralité, c'est tout ce qui a trait à la campagne. Voilà, c'était la définition dans ce dictionnaire-là. Et on se rend compte qu'il y a, à partir de là, il y a toute une vie, à partir de la campagne, il y a toute une vie qui se tisse. Et il y a eu des évolutions et qui sont même très rapides. Et qui se poursuivent. Et qui se poursuivent. Monsieur. Moi, je vois dans la ruralité un côté identitaire, un côté authenticité, donc, qui s'est forgé au fil des temps de par le vécu de nos anciens, qui ont porté ces valeurs-là. Et aujourd'hui, qu'on doit sans doute s'efforcer de moderniser et d'attractiviser davantage, et en l'occurrence à travers toutes les actions qu'on peut mener. Alors, est-ce que vous vous définissez comme des ruraux, l'un et l'autre? Moi, j'ai toujours porté la définition d'une recherche de ruralité moderne. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on fasse venir de la nouvelle population qui épouse un peu l'identité du territoire. Parce que moi, je suis en même temps agriculteur et maire d'une petite commune, et qui garde justement ces valeurs qu'on a pu tisser tout au long de l'histoire. Pourquoi le Conseil général des Côtes-d'Armor? Et alors, Jean-Pierre Legault nous le confirmera, mais je crois qu'il n'y a pas de divergence fondamentale. Il y a peut-être des ajustements d'opinion sur ce dossier. Mais pourquoi le département des Côtes-d'Armor a lancé cette réflexion de fond, parce qu'il s'agit bien d'une réflexion de fond, sur ce thème de la ruralité? En fait, c'est une réflexion... C'est une logique parce que le département a d'abord initié Côtes-d'Armor 2020 oui. Et c'est au cours de cette réflexion-là qu'il est ressorti le besoin d'évoquer la ruralité. En fait, on ne peut pas dissocier la ruralité, elle est là. Hein, et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une vie qui se tisse, c'est une authenticité, comme le disait Jean-Pierre. Et puis, le département est rural. Vous n'avez qu'à venir auprès que les gens, on vient auprès de Saint-Brieuc, on sort de Saint-Brieuc, on a tout de suite la campagne, on a des agriculteurs, on a une vie rurale tout à côté. Et tout le département est comme ça, même si on a la mer de l'autre côté,
on peut dire que le département est rural. Donc on se devait évidemment de parler ruralité dans les Côtes-d'Armor. Donc ça va engager tout un nombre de réflexions. On parle d'agriculture, vous en connaissez tous les deux l'envergure de ce dossier. Oui. Mais quand on parle ruralité, on ne parle pas que d'agriculture. Non. On parle de quoi? On parle d'emploi, on parle de développement économique. On parle d'équilibre quelque part du territoire qui est à rechercher. C'est vrai que quand on voit les clichés qu'on a pu observer, les situations ne sont pas les mêmes d'un secteur à un autre. Donc je pense que derrière la commande, entre guillemets, du département, il y a cette volonté de rééquilibrer quelque part le territoire et surtout de donner finalement une attractivité à l'ensemble du territoire. Donc je pense que ça, c'est assez formidable parce que je pense qu'on ne le dit pas assez. Nous, ruraux, on sait apprécier quand on sort de chez nous. Si on va à Paris, par exemple, c'est la catastrophe parce que moi, personnellement, je ne pourrais pas y vivre. Mais on ne connaît pas notre bonheur par moment. On ne sait pas apprécier suffisamment, le dire en tout cas, le vendre. Et je pense que cette démarche-là doit être confirmée. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'atouts à faire valoir dans la ruralité. Quelques lacunes, forcément. Mais dans la mesure où on arrive à apporter les meilleurs services, en gardant les atouts de la campagne, on a gagné. Donc les services, c'est l'éducation. Bien sûr. C'est quoi? C'est les transports pour pouvoir... c'est l'école. Les commerces de proximité? Les commerces de proximité auxquels je tiens particulièrement parce que autant moi je suis une vraie rurale. Une vraie rurale. Je suis une vraie rurale. C'est quoi une vraie rurale? Je suis née à la campagne, je suis née et j'y ai toujours vécu. J'y ai exercé donc la profession d'agricultrice, un métier que j'ai aimé et que j'aime encore profondément. Et puis, il y a un développement économique qui se fait maintenant. Il y a une évolution tout à fait logique. Et on sent il y a un tissu associatif, il y a une dynamique qui se crée. Aussi bien, je prends l'exemple de mon secteur de Collinet. De mon secteur de Collinet. On ne se contente plus ruralité, agriculture, comme le dit... Et il y a toute une vie. Et le développement économique est très important. Mais nous sommes très vigilants aussi à ce qu'il y ait des services publics, notamment. Et nous combattons beaucoup parce que c'est vrai que ça n'est pas évident. Là, en ce moment, nous voyons la santé, les services de santé. Et c'est un besoin, c'est la proximité. Ça, c'est... Alors, ce que l'on constate dans les Côtes-d'Armor comme dans de nombreux autres départements français, c'est que depuis quelques dizaines d'années, il y a de nouveaux habitants qui viennent s'installer dans des communes rurales, qui ont des besoins ou des envies qui sont plutôt des envies de grandes villes ou de grandes agglomérations. Ils aiment bien trouver les mêmes services que dans une grande ville. On veut aller au cinéma, on veut aller à la piscine. Ouais, il faut s'adapter à cette nouvelle donne. Comment vous appréhendez ce phénomène, ces nouveaux besoins, ces nouvelles envies? Personnellement, moi, en tant que maire d'une commune rurale, mon souhait, c'est d'attirer suffisamment de familles, d'abord pour générer l'école, pour avoir parce que c'est elle qui crée le lien social. Et en général, ceux qui viennent chez nous, donc, ils l'ont à peu près compris. Donc je dis qu'il n'y a pas trop de problèmes de cohabitation, entre guillemets, en tout cas jusqu'à présent. Et les services ne sont pas vraiment loin. Donc c'est vrai qu'on peut raisonner en temps de transport plutôt qu'en longueur. Hein, parce que quand on compare le temps que peuvent passer des urbains dans des bouchons ou dans des métros, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ne connaît pas notre bonheur. Et en l'occurrence, donc, pour nous, ce que j'ai exprimé, par contre, c'est qu'on avait un urbanisme un peu à la carte qui nous permettait, nous, maires ruraux, de donner autre chose, d'apporter autre chose en matière de cadre de vie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tendance à densifier partout, y compris dans les communes rurales. Et pour moi, même en tant qu'agriculteur, je n'ai pas l'impression qu'il y a une grande emprise de terres agricoles à ce niveau-là. On pourrait faire mieux, mais on standardise de trop l'urbanisme urbain et rural. Aujourd'hui, mais c'est tout nouveau. Ce qui a fait notre force avant, c'était justement ça, c'est parce que vous avez autre chose. Une proposition alternative. Oui. Que vous ne pourrez plus avoir dans les années qui viennent, sans doute. On n'aura plus, non, sûrement pas.
Bon, est-ce que ces villes-là vont devenir aussi des villes, pas dortoirs, mais un peu cette partie où les gens vont habiter, vont revenir le soir après le travail et vont aller travailler en ville? C'est ça l'avenir, ou justement vous essayez de voir pour un autre projet de société? Ça, faut éviter en tout cas. Il faut éviter que ça le soit. Est-ce que c'est possible? C'est là qu'il faut s'appuyer effectivement sur les services, et notamment sur l'école, pour socialiser l'ensemble de la population et les intégrer. Et c'est vrai que dans la mesure où il y a des jeunes couples qui arrivent, nous, je sais qu'on n'a pas de mal en tout cas à les impliquer. Et donc, ça le fait bien. Alors, revenons. Il faut absolument éviter, moi je pense qu'il faut éviter ce terme de commune dortoir. Parce que c'est parfois la réalité aussi. C'est la réalité. C'est la réalité, on s'en aperçoit. Hein. Et il faut absolument que nous mettions tout en œuvre pour accueillir ces familles et de façon à ce qu'elles s'intègrent et qu'elles participent à la vie de la commune, puisqu'on parle là des petites communes rurales. Mais il faut que ces familles-là puissent vivre. Parce que souvent, on s'est aperçu que qu'est-ce qui les a fait venir? Bon, certaines, c'est par choix. Parfois, pour vivre, avoir une qualité de vie. Mais certaines n'ont pas eu le choix non plus. Parce que question de coût d'habitat. Question de coût. Des familles qui ont souhaité investir dans l'immobilier, n'importe, donc on subit la réalité. On subit la réalité. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Jean-Pierre? Disons qu'on subit pas. Ce que j'observe, moi, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, les communes périphériques de villes plus dimensionnées étaient plus dortoirs qu'autre chose. Et nous, donc en ruralité, on avait justement cette vie sociale qui a été bien pérennisée, parce que les gens sont sans doute un peu moins densifiés, et puis surtout ils ont fait cette démarche-là, et donc en fait ils veulent trouver autre chose, cadre de vie, en capacité de ressourcement, entre autres. Alors, il y a une vie associative qui est très forte également. Qui participe justement à l'accueil de ces familles. Alors, il y a ce temps de réflexion important là, qui est lancé par le Conseil général sur la ruralité. Comment vous voyez cette réflexion et qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qu'il doit en ressortir selon vous? Qu'est-ce qui pourrait en ressortir? Il faut que les gens Je vais être moins directif. Il faut que les gens se sentent bien là où ils vivent et qu'ils puissent en vivre. Moi, en quelques mots, c'est ça. Le fil conducteur, c'est le fil conducteur. Moi, nous avons la chance d'avoir un beau département, et où qu'on soit, on doit pouvoir y vivre correctement. D'accord. De cette réflexion, en même temps, c'est vrai que ces communes rurales subissent des bureaux de poste qui ferment, ce genre de choses. En effet, des structures, des médecins de campagne qui ne veulent pas forcément venir s'installer. Quelles sont les actions possibles du Conseil général ou des maires que vous êtes? Déjà, le Conseil général, l'action de mettre l'accent justement sur cette diversité rurale, d'abord, c'est sans doute pour mieux répondre aux besoins qu'on va observer pendant les débats qu'on va réaliser. Et en même temps, il faut s'appuyer sur les intercommunalités qui, elles aussi, ont mis une organisation géographique en place en fonction des besoins de la population, donc du transport, quelquefois à la demande. Bien sûr, tout ce qui est animation périscolaire, ça c'est fondamental. Et derrière, il y a sûrement des diversités de territoires auxquelles il faut répondre un peu différemment. Moi, le numérique, je pense que c'est un élément fondamental. C'est un besoin, c'est aussi un élément rédhibitoire s'il n'est pas bien affirmé sur le territoire. Donc ça, c'est la première des choses. Le transport pour des personnes qui ont des difficultés, mais on ne sait pas si nombreux que ça quand même malgré tout. Donc je crois qu'un transport à la demande, ça le fait pas mal. Les services de proximité, bien sûr, la capacité de réponse en matière de santé, ça c'est fondamental aussi. Quand vous parlez du numérique, justement, c'est-à-dire quoi? C'est pour développer le télétravail? Est-ce qu'on pense à ça quand on... Il y a un peu de ça, parce que finalement, on s'aperçoit que pas mal de personnes ont plus ou moins cette méthodologie automatique d'actualité. Hein, même quel que soit, il y a quelques personnes qui travaillent à la maison, même s'ils sont en journée dans un bureau. Elles souhaitent poursuivre ou bien en tout cas anticiper de chez elles. Donc ça, c'est fondamental, je crois. Oui, mais je pense que les politiques mises en place par le Conseil général vont tout à fait dans le sens d'apporter aussi à la ruralité, puisque c'est tout le département,
ont un côté positif en ce sens-là, parce qu'on peut répondre à toutes les questions. Évidemment, il faut perfectionner. Il n'y aurait pas besoin de réflexion sur la ruralité si tout était parfait. Hein. Mais moi, je suis tout à fait satisfaite des actions qui sont menées par le Conseil général. Bon. Je pense qu'au niveau, un petit point, au niveau transport, je pense qu'on pourrait peut-être faire un peu plus, justement, à l'intérieur en ce qui concerne transport public. En transport public. Mais les situations sont diverses, c'est vrai, d'un secteur à l'autre. Après, suivant la distance qu'on est par rapport à une ville ou par rapport à l'organisation qu'on a pu mettre au niveau d'une communauté commune aussi, quoi. Monique Améon, il nous reste 2 petites minutes à passer ensemble. Je voudrais qu'on parle rapidement des rencontres qui vont se dérouler là, à partir de ce mois-ci, à partir du 5 mars. Très concrètement, comment ça va se passer et comment les habitants, les citoyens des Côtes-d'Armor vont pouvoir s'impliquer lors de ces rencontres? Je vais peut-être définir les 5 rencontres. C'est intéressant. C'est 5 mars à Ilion, 6 à Plouguer-Nével, Cavan, Collinet. On est aussi, Collinet chez vous, on est dans des secteurs ruraux, justement, Bourbriac, Plélan-le-Petit. C'est donc les 6 lieux qui vont accueillir ces rencontres. Et rendez-vous en octobre pour mettre tout ça en commun. Pour mettre en commun. C'est un appel à tout le monde à venir s'exprimer. C'est un appel à tout le monde et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on va auprès des gens. Et c'est ça qui est intéressant parce que on a toujours du mal à faire les gens se déplacer. Si par exemple on leur demandait de venir ici à Saint-Brieuc, au Conseil général, il y a eu des rencontres qui ont été très positives. Hein. Mais la proximité, je trouve que c'est intéressant. Et puis les gens donc sont invités à venir et j'espère moi qu'ils viendront très nombreux parce que on commence à être habitué aux rencontres, à des débats et c'est toujours positif. C'est important de recueillir la parole des habitants, en tout cas. C'est très, très important. D'ailleurs, je note que vous allez à Ilion, donc on est aussi sur la côte à Ilion. Quand on parle de ruralité, on ne parle pas forcément des terres intérieures. On est aussi sur des clichés. Moi, personnellement, je n'imaginais pas la ruralité littorale, mais enfin bon, je suis plutôt terrien. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien de vendre tous les atouts, aussi divers qu'ils soient, du département et sans doute faire en sorte de répondre justement à élargir l'ensemble des interlocuteurs et ce sera l'objet des débats. Et c'est vrai qu'on a une vraie chance avec une ruralité qu'on peut encore moderniser au sens noble du terme en gardant, comme je disais, l'identité et l'authenticité de nos campagnes. Et la spécificité du département, c'est d'avoir Saint-Brieuc qui n'est pas non plus une mégalopole. On est de toute façon sur un département très, très diffus en densité de population. Oui, mais on y trouve quand même tous les éléments d'animation, quel que soit l'endroit où se trouve sur le territoire, malgré tout. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Laura. C'est donc avec ce dernier thème, celui de la ruralité, que se termine ce magazine. Merci de votre fidélité à Armor TV et à très bientôt.